Bonjour tout le monde, merci beaucoup. Monsieur Baylis est ici pour répondre à vos questions. Alors, on est prêt à prendre vos questions, une question à la fois. Qui voudrait commencer? Oui. Oui, bonjour, M. Baylis. C'est Émilie Bergeron, la presse canadienne. Vous êtes le seul candidat à avoir une proposition sur Gaza, précisément la reconnaissance de l'État de la Palestine. Quand vous avez entendu aujourd'hui M. Carney visiblement trébucher sur son français et dire que le Canada est d'accord avec le Hamas, ça vous a fait quoi et qu'est-ce que vous pensez que les membres libéraux ont retenu de ça? Je suis certain que M. Carney il a juste, comme vous avez bien dit, trébuché. Alors, je n'attache pas plus que ça là-dedans. Je suis 100% convaincu que M. Carney est contre Hamas. Pas question. English response, please. There's no question that sometimes myself, we all get tripped up in different second language or third languages and that. I'm absolutely certain Mr. Carney did not mean to say he supported Hamas in any way and that he's completely against Hamas. But I will let him. I'm sure you're going to ask him that when he comes up here. But you asked me the question. I don't take anything from that. I think he just made a mistake. That's all. En suivi, est-ce que vous pensez que M. Carney a un niveau de français suffisant pour, s'il remporte la course à la chefferie, débattre contre M. Poilievre en français et M. Blanchet, chef du Bloc? Je pense que tous les candidats, je m'inclus moi-même là-dedans, sont excellents. Je suis très fier d'avoir tous les candidats pour devenir chef pour le Parti libéral. Et pour moi, ils sont tous excellents. Je serais très content si moi je gagne, mais je ne serais pas mécontent si un autre gagnerait. Une autre question? Bonjour, M. Baylis. Boris Proulx du Devoir, content de vous revoir. Bonjour. Le gouvernement fédéral a annoncé récemment le projet de TGV entre Québec et Toronto au coût de centaines de milliards de dollars. Est-ce que c'est un bon projet selon vous? Il va falloir que je regarde en détail en ce qui concerne le prix-bénéfice, mais l'idée, globalement, c'est une très bonne idée, mais encore, c'est comment est-ce que l'implémentation va se faire. Alors, je ne pourrais pas dire 100% à quel prix, parce qu'on ne sait pas encore le prix, mais c'est quelque chose à regarder, sans doute. Est-ce que vous pensez que ça va se faire? Quand même, là, vous présentez... J'espère que ça va se faire. J'espère que ça va se faire avec un budget raisonnable. Absolument. Ça serait bon pour le Canada. D'autres questions? Allez-y. Good evening, Mr. Baylis. A couple of times during the debate, you mentioned Bill 96 and the secularism law, and outrightly said that the two laws were discriminatory. Given the reception of that characterization of the laws during the last federal election debate, how do you feel about being so blunt about that description? I don't think I'm blunt. I'm someone that's always stood up for human rights. So Bill 96, it's not well known, but now that I've got you as an audience and you're locked here with me, my mother fought the first case of racial discrimination in Canada based on employment. She was a young black lady that was denied a job. She fought that company, and she ultimately won after a 12-year court case. But she established in Canada that you're not allowed to discriminate based on race, a young black woman. Today, we have a young Muslim woman, and her only crime is to lose her job because she wears a hijab. It's completely unacceptable. That's why I've been co-president to Non à la loi 21 since we founded it, and we've been fighting this law from the very beginning. And I'll also say we've been collecting money to help with the court fees because there's court fees involved, and I am part of that process, and I'm also donating my own money. So it's very important to me. With respect to Bill 96, I think that what it's hurting most of all is the young Francophones who are denied the right to learn a second language of English, which is a language of business. So they're actually hurting the young Quebecers. They're hurting our economy here in Quebec. So I'm against Bill 96 in its present form. I am 100% for, and I said it clearly, helping and promoting the French language and culture, not just here in Quebec where it's centered and it's strongest and it's most important, but right across the country. So I want to make that clear. Though I'm against Bill 96, I'm 100% for positive, proactive measures to support the language and culture in Quebec. Merci. Baylis est un petit peu plus grand que les autres candidats. Okay. Une autre question? Good evening, Mr. Baylis. Hello. I wanted to ask, what was the most important message that you wanted to portray to Canadians tonight, and do you think you were successful in getting that point across?
That's a good question. I think the most important message I would like to convey is that I'm the only person that has the experience in both the business world and in the political world. I've been elected, and I've been a person that's created jobs. So this gives me a unique perspective to how to make our economy run. I know what governments can do to help businesses, can help the economy, but I also know when they do mistakes and they get in the way of the economy. So I think that's one of my greatest strengths. And I'd added to that, I would say this, that whether we like it or not, Mr. Trump has chosen, he's been chosen by the American people. He is a very aggressive, almost bully business person. And he's made more than half his cabinet business people. I'm one of the most successful business people that's ever presented himself to be in politics, and I'm bringing that skill set with me. That's why I pointed out that I was able to write before his inauguration that he's not going to put 25% tariffs on everything, that I could also predict where he's going to put them. And I put this in my letter the day before, that the first place he's going to hit is steel. I can see where he's coming, and that way I can prepare ourselves to counterattack. My colleagues, and they're all well-meaning, that say they want to negotiate again, there's no negotiations. We have a deal in place. We have the negotiation that he himself negotiated, CUSMA, or he calls it USMCA. He signed it. So we don't need a third deal. We need to respect the deal we have. And we need to understand that's the problem. So I'm going to be driving ourselves to stiffen our backs. We are going to hold our strength against him, and we will win in the long run. I have no doubt about that. Thank you. Thank you. Prochaine question. Bonjour. Vous dites qu'il y a trop de bureaucratie et que vous voulez augmenter la productivité. Allez-vous réduire le nombre de postes dans la fonction publique? Et si oui, de combien de postes? Non, non, j'ai jamais dit qu'il y avait trop de bureaucratie. J'ai pas dit ça du tout. En effet, j'ai dit que je vais moderniser le gouvernement. Et ça, quand on prend une approche, pas une intelligente approche, t'entends des fois, on veut dire, on va couper 10% partout. Mais non, ça, c'est pas bien fait. Moi, quand je serai premier ministre, je vais demander à chacun de mes membres du cabinet de regarder leur ministre et de voir est-ce que vous avez besoin de plus de personnes, plus de technologie, des nouvelles procédures. Peut-être on a besoin de plus de personnes ici et moins de personnes là-bas. Alors, je n'ai pas dit du tout qu'on allait juste couper la bureaucratie et je crois sincèrement que nous avons une excellente bureaucratie au Canada. Bonjour, Marianne Despelteaux de Franco Presse. Tout à l'heure, vous avez parlé de discipline budgétaire, d'en ramener une à Ottawa. Les francophones en situation minoritaire ont besoin d'argent, cependant, surtout en santé, en éducation. Donc, est-ce que cette discipline budgétaire pourrait avoir un impact sur les transferts, notamment en santé, en éducation? Non, pas du tout. Comme j'ai bien souligné en ma clôture, là, quand j'ai parlé à ma clôture, la langue et la culture française fait partie de mon identité. Okay? Alors, c'est extrêmement important pour moi et j'ai bien souligné que j'allais être un allié, non seulement pour les Québécois, mais l'ensemble de tous les Canadiens français à travers le pays. Je ne sais pas, vous le sachiez ou non, mais moi, j'étais éduqué en français à Toronto. Une école secondaire en français et une école primaire en français. Alors, pour moi, c'est primordial. On va prendre une dernière question parce qu'il reste 2 minutes seulement. Est-ce qu'il y a une dernière question? Parfait. OK, merci beaucoup. Thank you. Ça marche. Merci beaucoup. Tout le monde? Première question, first question. Chris Rand, CBC. Mr. Carney, good to see you. Debating in your second language is always a challenge. Sometime during this evening, we believe that it sounded like you supported Hamas, and we're wondering, does that mean that your command of the language is not strong enough to do this job, sir? I'll answer you. You asked me in English. I'll answer in English. I said that we all were in agreement against Hamas, or at least the intention. No, just I look forward
if I'm selected as Liberal leader. I look forward to having a debate avec Yves François Blanchet et Pierre Poilievre dans la langue française. Et ce qui est, sorry, I'll answer it. I look forward to having a debate with them in French. And I have, to be clear, to be absolutely clear, and I began my response with respect to the Middle East about the fundamental issue that all the hostages have to be returned to their families. And of course, Hamas has no place ever in any future discussions. Point final. Et français pour la dernière chose sur Hamas, s'il vous plaît, pour mon collègue. Pour votre collègue en français, OK. Le Hamas est une organisation terroriste. Il n'y a aucune place, jamais, dans aucune discussion en ce qui concerne l'avenir de Moyen-Orient. Merci. OK. Bonjour, M. Carney, Chrystia Freeland de Radio-Canada. Le Parti conservateur dit que parce que vous venez du milieu des affaires, vous avez des conflits d'intérêts et que si vous devenez premier ministre rapidement, vous n'aurez pas à dévoiler vos conflits d'intérêts avant de devenir premier ministre, seulement une fois que vous le serez. Est-ce que vous vous engagez aujourd'hui à faire une divulgation proactive de vos possibles conflits d'intérêts comme un député aurait à le faire? OK. Soyons clairs. J'ai aucun job. Mon seul job maintenant est d'essayer d'être élu chef du Parti libéral. Et je vais suivre toutes les règles de conflit d'intérêts, toutes les règles d'éthique, tout cela. Ce n'est pas une chose, c'est une partie, le Parti conservateur. Il n'y a rien à dire sur les vrais sujets. Et ce qui est clair, ce qui était clair dans ce débat, est que Pierre Poilievre est la mauvaise personne dans la pire situation pour le Canada. Vous n'avez pas d'emploi, mais vous avez peut-être des actions. Vous engagez-vous à les dévoiler? Absolument. Absolument. Je vais suivre les règles en entier. Good evening, Mr. Carney. Justin Ling, freelance. You talked about the kind of existential threat posed by Donald Trump to Canada and to some degree the world. But you didn't actually provide a lot of detail in terms of what you do to have Canada step up on the world stage. We've seen underfinancing of global aid, Ukraine, the Middle East, you name it. What would you actually do as Prime Minister, which you could be in a matter of weeks, to replace American power around the world? Wow, Justin, that is a big question that Canada would fully be able to replace American power. But we, with our values, can replace where America has retreated from. I mean, I think that's first and foremost. So a commitment to principles internationally would be there. Secondly, in terms of our role internationally, and again, I'm going to come back to Pierre Poilievre, something that came out in this debate. This is a person who would cancel all our aid. We're having discussions right now about a potential peace process in Ukraine, which can only happen if Ukraine is at the table. The Ukrainians are at the table. But it will be a situation where it requires additional support. We're discussing a situation in the Middle East where, assuming that, and it's a big assumption, that we proceed through the first phase and the return of all the hostages, there will need to be aid for Gaza. There needs to be aid for Gaza. Again, Pierre Poilievre will cancel all of that. He'll retreat absolutely from the world. And why will he do that? Because all he's doing is following the lead of Donald Trump. Next question. Question. Good evening, Mr. Carney. Olivia Stefanovich, CBC News. Your position on an east-west pipeline is unclear. You previously stated that you would use emergency powers to push this through, then said you would not impose a pipeline on Quebec. So can you clarify what your stance is on this? What conditions need to be in place for this to move forward? Okay, so there's two things. Anytime you build a pipeline or any large piece of infrastructure that crosses provincial boundaries, the federal government has a role. It has a role in terms of environmental assessment. It has a role in terms of authorizations. The point of using those powers at this time of crisis, and I would remind we are in an economic crisis, not of our making, but the point of using those powers is to speed the process of federal approvals. But federal approvals themselves do not yield the infrastructure being made, because the infrastructure needs, as came out in the debate quite rightly, the approvals
of the provinces themselves, as well as, if they are affected, First Nations. Next question. Prochaine Hi, question. Mr. Carney, Taria, Global News. You're a close friend of Ms. Freeland. Do you think Almost too close, it sounded like during the... Yeah. Well, I was going to ask you about that. Do you think your close relationship was a hindrance in terms of challenging some of her positions on the debate stage? Well, I think one of the things... Well, first off, there are areas of agreement. But the second thing is to be clear. I just became a politician. I'm here for change. I'm here about the future moving forward. A lot of the discussion was about what has happened. I'm focused on the fact that the country is in a crisis. We need to take steps to address it. We can take steps to address it. The most important thing we can do is build our economy. Build our economy now. That will be good in and of itself for jobs for Canadians. It'll be good for raising salaries. It will be good to keeping down the cost of living, but it will also put us in a much stronger negotiating position vis-à-vis President Trump. Prochaine question. Bonjour, M. Carney. Olivier Ferrand-Boissé de TVA. Madame Freeland et M. Poilievre proposent de lier immigration et logement. Ouais. Vous, non. Vous maintenez... avez-vous une... Continue. Vous maintenez des niveaux qui iraient bien au-delà des 220 quelques mille mises en chantier qu'il y aura au Canada dans les 3 prochaines années. Vous semblez vouloir... Oui. Alors, pourquoi vous continuez d'accroître l'écart entre logement disponible et croissance de la population en tant qu'économiste en pleine crise de logement? Oui, comme j'ai dit, nous avons dévoilé notre plan de logement aujourd'hui. C'est disponible sur ma site web, markcarney.ca. Et il y a un lien, évidemment. Il faut rétablir l'équilibre dans le marché de logement. Il y avait une grande réduction de taux d'immigration ici au Canada. Il y a un cap qui existe maintenant, qui a été mis en œuvre il y a un an à peu près, et on doit le garder en place afin de rétablir un équilibre ici. Alors, en effet, c'est la même chose, mais pas formel. C'est pas formel dans ce sens. Un jeu de mots. We'll do last questions. Dernière question. Alex Ballingal with the Toronto Star. I think you've been asked this before, but I'm not sure you've clearly answered it. If you don't win this leadership race, will you 100% still run for a seat? Yes. And you will, for sure. Yeah, just to be clear, I'm going to give you another question because I think I have answered this before. This is a bonus question. Because 100%, I'm all in. I've quit all my posts, burned all my bridges, so to speak. We're in a moment of crisis. I'm here to serve Canada. I will run for a seat, and if I have the honor of being selected by the voters in that seat, I will serve the full term, absolutely, without question, regardless of what happens in leadership. I'm running to win the leadership, to be clear, but just to finish that question off. And for my bonus question... I was hoping to give it to someone else, actually. Election timing. I wanted to clarify about where you exactly stand on that. What circumstances precisely would have to be there in order for you to trigger an early election or try and govern in Parliament? Okay. As I said, and several things can be true at the same time, which won't give you the cleanest of answers, because the first thing I'm going to say is the most important, which is don't take a decision, particularly with respect to a negotiation or a potential negotiation with the Americans before you have to. So we need to know what happens over the course of the next few weeks with respect to that. There are some circumstances, and I'll let you use your imagination, where it may make sense to recall Parliament or for Parliament to sit from the 24th. We will do the responsible thing if I'm elected leader. Of course we will. We'll do the best thing for Canada. It is more likely that the best thing for Canada is that the government has a strong and clear mandate sooner to take the necessary steps to build this country. And the last point I want to make is that, and I think you heard it in that debate, we are in a crisis. This is a very, very difficult situation. But with it comes tremendous opportunity.
And what one needs to do in a crisis is act. And I'm ready to act. Thank you very much. Dernière question en français. Juste une dernière question en français. Il y a eu beaucoup de questions en anglais déjà. Une dernière question en français. C'est pas clair la différence entre vous et Mme Freeland. Commencer en remerciant mes professeurs d'immersion de français parce qu'ils m'ont préparé pour ce soir. Alors, merci à toutes ces enseignantes. Bonjour, Mme Gould, Émilie Bergeron, la presse canadienne. Vous avez entendu M. Carney trébucher plusieurs fois en français. Par exemple, il a dit « Nous sommes avec Hamas ». Comment vous avez interprété ça? Et est-ce que vous pensez que son niveau de français est suffisant s'il remporte cette course et qu'il doit affronter M. Poilievre, M. Blanchet dans un débat? Voilà, faire les débats à ce niveau, c'est difficile et pour les gens qui n'ont pas d'expérience, je comprends que ça peut arriver, mais c'était une erreur et sur la tribune, j'ai compris qu'il ne voulait pas dire ça c'était clair. Mais moi, je suis prête à débattre M. Blanchet ou M. Poilievre en français aujourd'hui si c'est nécessaire. Vous avez fait quelques petites erreurs en français. Votre français n'est pas parfait. Qu'est-ce que vous voulez faire pour l'améliorer? Mais je vais continuer à parler. Je sais que mon français n'est pas parfait, mais je suis à l'aise dans la langue, je le comprends. Mais ce que je crois qui est vraiment spécial, c'est qu'aujourd'hui, on a eu un débat en français avec 4 anglophones. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui se dit l'importance du bilinguisme ici au Canada. Et c'est important pour le Parti libéral aussi d'assurer que même si les gens ne sont pas les francophones, on peut se débrouiller, on peut comprendre et on peut engager avec nos populations francophones, soit ici au Québec ou ailleurs dans le pays. Madame Gould, qu'est-ce que vous dites à ceux qui ne sont pas convaincus que la course libérale est déjà réglée d'avance et que ce sera un couronnement de Mark Carney? Bon, j'espère que tout le monde a vu les débats aujourd'hui. Bien sûr, il y a beaucoup de choses dont nous sommes unis, comme toutes les 4 candidates à la chefferie, mais il y avait aussi des points de différence et de débat des idées. Alors, je crois que pour tout le monde, il y a une opportunité de voir ce que nous avons présenté comme candidat. Moi, j'ai présenté ma vision pour le pays, pour notre parti, pour notre futur. Et comme j'ai dit dans le débat, je crois que moi, je suis la candidate du futur et le futur commence aujourd'hui. Si jamais vous deviez perdre cette course à la direction du Parti libéral, est-ce que vous préféreriez être ministre dans un gouvernement Carney ou un gouvernement Freeland? Moi, j'ai l'envie de gagner cette course. Prochaine question. Vous dites que ce n'est pas le moment de réduire les dépenses dans la fonction publique et vous êtes pour le télétravail. Est-ce que vous annuleriez la mesure de réduction de 5 000 postes dans la fonction publique et la mesure de retour obligatoire de 3 jours au bureau? Voilà, dans un moment où nous faisons face à des menaces extrêmement difficiles des États-Unis qui peuvent mettre notre économie dans une situation extrêmement difficile, à mon avis, ce n'est pas le temps de mettre la fonction publique dans le chaos. Alors, pour moi, c'est vraiment d'assurer que nous avons les fonctionnaires qui peuvent répondre rapidement aux besoins des Canadiens, des Canadiennes, des entreprises canadiennes. On a vu pendant la pandémie que quand le gouvernement du Canada doit agir rapidement pour protéger et soutenir nos citoyens, on peut le faire, mais de faire bouleverser notre système de gouvernance à ce moment, ce n'est pas une décision responsable. Mais sur les mesures déjà en place, qu'est-ce que vous allez en faire, l'abolition de 5 000 postes et le 3 jours au bureau? Pour les 5 000 emplois, ce sont les gens qui, les gens qui vont sortir du fonction publique. Alors, ce n'est pas les remplacer. Et je crois que ça, c'est quelque chose qu'on doit continuer, mais pas réduire la fonction publique en ce moment. Ce n'est pas la décision responsable à ce moment. Et sur ça, c'est une décision pour le Conseil du Trésor. Prochaine question.
Good evening, Ms. Gould. During the debate, you said that the Canadian Charter is the Canadian Charter. Correct. I wanted to ask, what would you do as Prime Minister if the Legault government were to actually be able to pass a provincial constitution ahead of the 2026 elections? Well, as I said, the Liberal Party of Canada is the party of the Charter and the rights and freedoms of Canadians, and we have one constitution in Canada and we have one charter in Canada. I respect that Quebec is unique, and I respect Quebec jurisdiction, but Canadians have a right to their rights and freedoms, and I would ensure that I protect that. And what would the concrete actions that you would do? Well, those are hypotheticals because we don't even know if that's something that will actually happen or not. So certainly I'll respond as necessary. But right now, I can tell you that my commitment to every single Canadian across this country is to ensure that their rights are protected within the framework of the rights of the Charter of Rights and Freedoms. Next question. Hi, Ms. Gould. You say that the provinces and territories have spent too much on health care without results and have to explain themselves. Could you expand on what you mean specifically, and how do you get this message across without sounding like the feds are coming in and messing around with the provincial jurisdiction? Yeah, look, I mean, at the end of the day, the Canadian citizen is the Canadian citizen, whether they are asking for the federal government to do something or the provincial government to do something. There's one taxpayer who is paying those taxes. We have sent, and I believe in the federal transfers in health to the provinces and territories, billions of additional dollars for health care to be delivered to Canadians. And yet, what I have heard from people in every province and territory across this country is that they have trouble accessing a family doctor. Their emergency rooms are closing. Their wait times for surgeries are completely unacceptable. So at the end of the day, it's not about accountability to the federal government and how those dollars are being spent. It's accountability by provinces and territories to Canadian citizens on how those dollars are being spent. I think we need more results for the money that is being sent, and provinces and territories need to be clear with their own citizens on how that money is being spent so that they can be held accountable when it comes to the delivery of health care in our country. Forgive me for the supplemental, but every time the premiers come to Ottawa, they always complain that Ottawa isn't giving them enough money, that Ottawa is trampling on their jurisdiction. However, meaning for the citizen, how do you get past the premiers themselves? Yeah, well, you know what? Premiers have a responsibility to their citizens. As Prime Minister, my job is not to represent the ideas of the premiers. My job is to represent the ideas and the desires and the outcomes that Canadians want. And so what I would plan to do is to say, we absolutely want to send you these transfers, but you have an obligation and a responsibility to share with your own populations how that money is being spent. That's something that I did with the childcare agreements across this country, where we signed agreements that were for $30 billion with all 10 provinces and territories, but they had clear outcomes and objectives that each province and territory had to achieve in order to receive that funding. Healthcare is the responsibility and the jurisdiction of the provinces. The federal government transfers monies, but they have a responsibility and an accountability requirement to their own citizens. Next. La même chose en français? OK. Voilà, la compétence des provinces et des territoires, c'est en la livrance des services de santé pour les Canadiens de partout en ce pays. Je crois, comme gouvernement fédéral, nous avons une obligation à nos citoyens de envoyer ces transferts dans le système en santé aux provinces et territoires, mais les provinces et territoires ont une obligation et une responsabilité d'être transparents et de livrer les services à leurs citoyens et leurs citoyennes. Ce n'est pas d'être transparent nécessairement avec le gouvernement fédéral, c'est d'être transparent avec leur propre population. Alors pour moi, c'est d'assurer que les transferts qui vont dans le système de santé reçoivent des vrais résultats. Je voyage de partout en ce pays et ce que j'écoute des Canadiens dans chaque province et chaque territoire, c'est qu'ils ont des difficultés à trouver un médecin de famille, ils sont tellement frustrés que les salles d'urgence dans leurs hôpitaux locaux sont fermées parce qu'il y a un manque de main-d'œuvre et qu'ils attendent trop de temps pour des chirurgies. Et ce n'est pas acceptable. Alors, les provinces et les territoires ont une responsabilité de livrer ces services à leurs citoyens et d'être
transparent avec eux, avec comment ils dépensent ces argents qui font partie des transferts fédéraux. We have time for one last question and follow-up. Hi, Ms. Gould, Olivia Stefanovich, CBC News. You've been pitching yourself as a candidate for the future, and yet you seem to be the candidate who is willing to spend the most and continue deficits. Aren't you concerned about debt for future generations? Investing in Canadians and fighting poverty is something that will save us money in the long term. I'm the candidate for the future because elections are about the future. They're not about what we've done in the past. People want to know what your plan and your vision is for Canada, and I have spent the past 6 weeks sharing my ideas openly, transparently with Canadians about what my vision is for this country. And I believe in Canada, and I believe that we can tackle these big issues like housing, like affordability, like fighting climate change, like actually creating an economy that builds more entrepreneurs. And so I am going to continue to share this vision with Canadians because I think that as Canada, we should be ambitious for our future because this is the country in the world that can actually do that. Okay. Thank you very much. Merci tout le monde. J'ai hâte de te voir demain pour le débat en anglais. Looking forward to seeing you tomorrow. Thanks so much. Have a good evening. Bye. Merci. Pour vous? Non, c'était pour moi. OK. Bonne soirée. Merci pour votre travail acharné, votre présence. Je suis très reconnaissante d'être ici ce soir avec 3 autres libéraux qui aiment notre pays et d'avoir la chance de parler aux 400 000 libéraux qui aussi aiment notre pays. Pierre Poilievre et Trump sont d'accord. Ils pensent tous les deux que le Canada est brisé. Nous savons que ce n'est pas le cas. C'est un moment critique et historique pour notre pays. Les Canadiens et Canadiennes sont unis comme jamais et comme jamais, les Canadiens et Canadiennes comprennent l'importance d'appuyer notre pays maintenant. Je suis très, très contente d'être ici avec mes collègues libéraux parce que nous sommes la partie qui peut défendre le Canada, qui va et peut se battre pour notre magnifique pays. OK, je suis contente d'être ici. Je suis prête à répondre à vos questions. Good evening, Ms. Freeland. Christopher Nardi from the National Post. You are, I presume, running against Mark Carney, as the 2 others were on that stage. But it really felt like tonight what we heard was everyone agreeing with each other. We heard a lot of, I agree, I agree, I agree. How are you going to win this race if it sounds like most of the evening you spent the time agreeing with the forerunner? A leadership race is very different from other political contests. This is a race inside the family, inside our party. And it's a really good thing that we are agreed about very many things. And the thing that we agree on above all is that right now, Pierre Poilievre cannot win the next election. He is not the guy to stand up to Trump,
And I know that liberals across the country get that. And that's why there is this wave of excitement and energy in the Liberal Party, which is such a good thing. I was here tonight, and I'll be here tomorrow night, to make the case to liberals that I am the person, I am the woman for the job. I uniquely recognize the threat that Trump poses to Canada today. My whole life experience has been about the fight between democracy and dictatorship. It's been about the rise of oligarchs and plutocrats and how they contribute to that. And my political work has been about standing up to Trump and standing up to Putin and working with the provinces and territories on big projects. So I know I am the person, I am the woman to lead the Liberal Party right now and to be our next Prime Minister. And traveling across the country, talking to Liberals across the country, that is what I'm hearing too. You know, I started with a story about something that touched me really personally. I was in the home of some great Liberals in Saskatoon, and this little girl called Ari came up to me. She was with her mother, you know, like little 4-year-olds can be, hanging onto her mother's skirt. And she said to me, "Can you stop Trump from invading Canada?" I get asked that question a dozen times a day in my meeting with Liberals. So I know that this is front of mind, and I know that I am the person today, the leader today, uniquely prepared to meet that challenge. So that's why I'm running, and that's why I believe that I can win. Follow-up. Why should Liberal members not vote for Mark Carney? Liberals should vote for me because I am the woman uniquely able to lead Canada at this critical moment. This moment when we need to stand up to Trump, this moment when our economy and our sovereignty itself are being challenged. I have the plan. I have the demonstrated experience delivering on it. I have the guts to do this and the deep understanding of this critical moment. And I am hearing from Liberals across the country that they recognize, as I have done from the beginning of my campaign, that this is the issue. This is the issue for all Canadians. It's the issue for all Liberals in this leadership race, and it will be the ballot question in the next election. And that's why I'm the person to lead the Liberal Party. I'm the person to lead our country, and I am the person who can beat Pierre Poilievre. Chrystia. Bonjour, Madame Freeland. Chrystia Noël de Radio-Canada. Pour construire des pipelines est-ouest de gaz naturel ou de pétrole, êtes-vous prêt à le faire sans l'accord du Québec? Merci pour la question. Et j'ai dit du début que pour moi, au cœur de ma campagne, c'est la compréhension que nous sommes dans un moment critique, qu'on doit défendre notre pays contre Trump. Et j'ai une approche. Et l'approche est d'être unis, forte et intelligence. Je commence avec l'unité parce que dans un moment critique comme celle dans lequel on se trouve maintenant, l'unité nationale est plus importante que jamais. Alors, je pense qu'on doit construire plus d'infrastructures énergétiques et j'espère que les Canadiens et Canadiennes partout au pays seront d'accord et j'espère que je pourrai travailler en collaboration avec les provinces et territoires pour le faire. Mais on doit le faire dans une manière collaboratrice. Donc, si le Québec dit non, pas de pipeline. Je vraiment suis convaincue que les Canadiens et Canadiennes
seront prêts à saisir l'opportunité que ce crise représente et que ce sera possible de faire des choses de manière collaboratrice. Mais je vais faire une promesse et c'est que je serai collaboratrice avec les provinces et territoires. Je serai une collaborateur avec le Québec. C'est plus important que jamais. Good evening, Ms. Freeland. Justin Lang, freelance. We heard a lot about the existential threat that Donald Trump poses to Canada and to the world order. We've seen France and the UK and others try and step up to replace American largesse around defense, aid, and elsewhere. You could be the Prime Minister in a matter of weeks. What would you do to replace American power, whether it's in Ukraine, foreign aid, the Middle East, wherever? What would you do differently than what Canada has done thus far? Excellent question. And I put forward a policy proposal either today or yesterday talking about precisely this. Friedrich Merz, who leads the party that was in the strongest position in the German elections, likely the next chancellor, was very clear after the German elections yesterday. And he said, we need to accept that we are in a Europe where the U.S. may no longer be present and may no longer be there to guarantee European security. That's true for Canada as well. We need to accept that that may be the world we're living in. I've been thinking about this a long time. I gave a speech in 2018 talking about how the Americans may be throwing off that mantle of responsibility, of leadership for the free world. That may be what we're seeing. And so it means very concretely, Canada needs to step up. We need to step up in working with our allies. I would say starting with Europe, starting with France and the UK, the nuclear powers in Europe. I would say starting with the Nordic countries with whom we share the Arctic. I would put a particular focus on Denmark, whose sovereignty is being threatened as well. From my own contacts, I can tell you the Europeans are urgently interested in a Canada that wants to step up as a closer economic and also security partner. So our allies are just waiting for us to be more involved, more ambitious, and to be looking at a way that we guarantee our shared security without the U.S. Second thing I would say is it does mean we have to spend more to defend ourselves right now. And that's why I put forward in my suite of policy proposals a plan to get up to 2% of defense spending by 2027. It's very important that we do defense differently. We need to be spending the money at home with our own Canadian companies and also learn some of the lessons of the war in Ukraine, which is areas like drones, areas like cyber, areas like AI can be as important to defense as some more traditional technologies. So that's where I'd start. Just really briefly, does that mean Canadian troops replacing American ones leaving Poland? Does it mean peacekeepers in Ukraine? Does it mean security assurances for Kiev in an eventual deal? Can you give some concrete examples? Yeah. So Canada is already present in supporting our NATO partners on the border with Russia. As you know, Canada leads NATO troops in the Enhanced Forward Presence group in Latvia. That is a good thing. We need to continue to do it. I do support Canada contributing to an allied force of peacekeepers in Ukraine. And Canada is in a very good position to do that. We have been training Ukrainians with Operation Unifier since 2015. I'm being told we have time for one quick last question before we have to leave. Bonjour, Marianne Despelteaux, Franco-Presse. Vous avez parlé d'ajouter des places en garderie. À l'extérieur du Québec, environ 4 enfants sur 5 n'ont pas de place en garderie en français. Ça, c'est toujours sous le gouvernement actuel. Est-ce que vous vous engagez à prioriser les garderies francophones dans votre plan d'ajouter des places? Oui. Donc, il y aura une priorité francophone hors Québec ou ça inclut le Québec? Tous les deux. Tous les deux. Les garderies sont une grande priorité pour moi. Une des choses duquel je suis le plus fière en tant que ministre des Finances, c'était que je suis la ministre des Finances
qui a créé pour la première fois un système national de garderie de petite enfance. Je veux prendre l'occasion de remercier les féministes du Québec qui en montrent la voie et personnellement Madame Pauline Marois qui j'ai consulté en la création de ce système. Et oui, j'ai un plan pour ajouter 100 000 places dans les garderies de petits-enfants. Et vous avez raison, aujourd'hui, plus que jamais, le français est important. Le français, la langue commence dans les garderies de petits-enfants. Je le sais en tant que mère des 3 enfants qui parlent une langue qui n'est pas anglais avec moi. Ils parlent ukrainien. Alors oui, les garderies françaises au Québec et hors de Québec seront une priorité. Dernière question très rapide. Oui, avec une réponse rapide, s'il vous plaît. Donc, ma question, on vous a vu, Émilie Bergeron, la presse canadienne, on vous a entendu corriger le français de M. Carney à plusieurs reprises durant le débat. Vous avez semblé soit vouloir l'aider, soit vouloir montrer peut-être à des membres libéraux que vous pensez que vous êtes meilleur que lui en français. Qu'est-ce que vous avez essayé de faire? Je me rappelle juste cette question autour de Hamas. Et je connais Marc bien et je connais ses positions. Et c'était pour moi, en tant que libéral, important de clarifier la position pour tous les Canadiens et Canadiennes, pour les libéraux et libérales, parce que je savais dans ce moment-là que ce pourra être un moment dangereux pour nous tous. Alors, c'était vraiment un moment qui s'est passé très vite, mais je savais ce que Marc pense sur cet enjeu et je savais que ça pourrait être dangereux pour nous tous de ne pas prendre un moment d'être très clair et de permettre à tout le monde d'être très clair. Est-ce que son français est assez bonne? Est-ce qu'il a une assez bonne maîtrise du français pour débattre contre M. Poilievre ou M. Blanchet? Je dois vous dire, en tant qu'anglophone, le français est difficile. Et quand j'étais élue pour la première fois en 2013, je viens du nord de l'Alberta et mon français était très faible. Le français était mon 5e langue. Mon français était faible, mais j'ai pris la décision qui n'était pas vraiment une décision. J'ai compris que pour être un politicien au Canada, surtout une ministre, surtout un leader, je pense que c'est essentiel de parler dans les 2 langues officielles. Pour moi, c'est une marque du respect pour les francophones. Les francophones au Québec et partout au pays ont le droit de parler avec leur leader en français. Et en tant que ministre des Finances, j'ai insisté dans les réunions avec les gens d'affaires. Souvent, les gens d'affaires ici au Québec, ils parlent un excellent anglais, mais j'ai insisté toujours de parler en français parce que je pense que vous, les Québécois et Québécoises, vous avez le droit de parler avec votre ministre des Finances et évidemment votre premier ministre en français. Et j'ajouterais juste que pour moi, aujourd'hui, M. Trump menace notre économie, notre souveraineté et notre identité. Et le bilinguisme, le français font une partie essentielle de l'identité canadienne. Pour moi, c'est un enjeu même personnel, émotionnel. Très important. Merci beaucoup tout le monde. Merci. Merci à vous. Je sais que c'est très tard pour tout le monde.